Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Éric Carson appréhendait toujours de prendre l'avion. Il dormait en général assez mal la veille du voyage, se laissant dériver vers les pires scénarios possibles, imaginant tout ce qu'il laisserait derrière lui après sa mort violente dans un crash. Mais le désir d'ailleurs demeurait plus fort que la peur dans ce combat incessant entre nos pulsions et nos frayeurs. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de La vie heureuse de David Fuenquinos, publié chez Gallimard. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour David Fuenquinos. Bonjour. Vous publiez La vie heureuse, un roman audacieux dans lequel un homme décide de changer de vie à 40 ans. Changer de vie, c'est d'abord pour lui changer de métier. Alors de Décathlon, il passe au ministère du Commerce extérieur, et tandis que son travail l'envoie à l'autre bout du monde, en Corée, il va littéralement changer d'existence. Alors David Fuenquinos, vous avez cette belle phrase en 4e de couverture de votre livre. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Est-ce aussi votre cas ? D'une certaine manière, oui. Et aussi, d'une certaine manière, j'essaye d'écrire des romans très différents les uns des autres. Et donc pour moi, la fiction me permet d'aller ailleurs, de me réinventer. Parfois de rater, mais en tout cas, d'être multiple. Puisque j'ai le sentiment moi, d'avoir eu 2 vies, mais un peu malgré moi. Puisqu'à l'âge de 16 ans, j'ai été opéré du cœur, j'étais gravement malade, j'ai passé des mois à l'hôpital et j'ai le sentiment, à partir de ce moment-là, d'avoir une 2e vie. Donc j'ai bifurqué très tôt. Alors, lorsque votre personnage principal, Eric, se rend en Corée, il fait une expérience existentielle, pour ne pas dire métaphysique. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? On peut en parler complètement. C'est vrai que je ne l'ai pas mis sur la 4e de couverture pour pas dévoiler, mais là, lors de notre rencontre, avec plaisir. Alors, donc là-bas, en Corée, il y a une société nommée Happy Life. Je vais le faire avec l'accent Happy Life. Très bien, Voilà. super accent. Lui propose de vivre son enterrement, silence, bougie, cercueil, tout ça pour retrouver le goût de la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui existe vraiment là-bas ? Comment est-ce que vous avez imaginé cette chose-là ? Alors non seulement ça existe, mais c'est un véritable phénomène. On peut très rapidement, voilà, en tapant sur Internet, c'est Happy Dying, ça s'appelle, et voilà, vous voyez toutes les images, c'est incroyable. Il faut imaginer qu'en Corée du Sud, voilà, on est dans une société assez difficile, avec beaucoup de pression, très grand taux de suicide, beaucoup de mal-être. Et c'est vrai que cette thérapie de choc qui consiste à vivre d'une certaine manière son enterrement, en tout cas à être face à son cercueil avec sa photo, à rédiger son épitaphe, ne serait-ce que ça, poser quelques mots sur son parcours, qu'est-ce qu'on dirait de nous, voilà, dans cet ultime terrible. moment. Et puis, alors oui, c'est terrible, et en même temps, c'est assez. Alors évidemment, ce sont des gens en souffrance. Moi, j'ai lu après tous les commentaires sur les forums avec Google Traduction. Je parle pas coréen, pas D'accord. encore. Ouais. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de l'idée d'une seconde vie, d'une renaissance. L'idée assez simple de se confronter à la mort pour pouvoir avoir un rapport différent à la vie. Mais donc, oui, ça existe vraiment, et je pense que ça devrait venir en France, j'espère, c'est bien. Est-ce que ça marcherait aussi bien que dans votre roman si on l'exportait en France, à votre avis ? Je trouve que c'est une question très intéressante parce que j'ai le sentiment qu'en France, en Europe, en Occident, peut-être, la mort demeure un sujet relativement tabou. Quand on parle d'euthanasie, c'est vrai que c'est assez compliqué, par exemple. Et c'est vrai que j'étais il n'y a pas très longtemps au Mexique, où voilà, ils fêtent en permanence les morts, on offre des cadeaux, il y a quelque chose d'assez joyeux. Et donc, il faut aussi décomplexer. Moi, quand je parle, pour ce livre-là, du rituel qui existe vraiment, j'ai souvent des regards effrayés. Ça a presque été le vôtre, hein, ça se voit pas en Désolée. podcast, mais en se disant, oh là là, j'ai pas du tout envie de faire ça. Alors que c'est quelque chose qu'on peut aisément ressentir quand on est confronté à des situations parfois douloureuses. Si on va à un enterrement, voilà, on se dit je vais essayer de savourer la vie, je vais essayer d'avoir un rapport différent aux choses. Et le but de cette cérémonie un peu électrochoc, c'est bien celui-ci. Est-ce que vous avez testé, du coup, cette thérapie ? Alors, je ne l'ai pas testé. Je suis allé à Séoul. Je ne l'ai pas testé, mais je vais peut-être le tester. D'abord, je viens de faire des photos pour un journal dans un cercueil et j'ai bien aimé D'accord. finalement. Mais
Je l'ai pas testé parce que tout à l'heure, au début de la rencontre, j'ai raconté que j'ai vécu, moi, une expérience de mort à l'âge de 16 ans, juste avant de l'opération du cœur et c'est vrai que j'ai eu le sentiment, d'être propulsé dans une deuxième vie. Je sais à quel point la rencontre avec la mort, en ce qui me concerne, le fameux tunnel de lumière, cette expérience de mort imminente, m'a propulsé, dans une énergie de savoir, de culture, de sensibilité, peut-être de joie aussi même parfois. Je sais à quel point c'est bénéfique. Donc vous avez déjà eu votre renaissance. Exactement, j'ai eu mon petit rituel à moi et finalement je dis souvent que c'est la meilleure chose, pu, m'arriver. C'est vrai que parfois, enfin voilà, les gens qui ont été gravement malades aussi connaissent ce rapport décuplé qu'on peut après avoir à la sensualité. Moi je me suis mis après à lire d'une manière boulimique alors que j'étais pas du tout lecteur. Je détestais lire à l'école, j'étais pas du tout issu d'un milieu Ah oui? culturel. Non, donc je me suis mis à lire, à écrire, j'ai été en école de jazz, donc voilà, j'ai senti que quelque chose s'est totalement déverrouillé, au niveau de la sensibilité et un peu après de l'imagination. Et dans ce roman, vous écrivez: «Jamais aucune époque n'a autant été marquée par le désir de changer de vie». Comment est-ce que vous l'expliqueriez? Est-ce que c'est lié, au Covid, le fait qu'il y ait eu un rapport temps qui a changé ou est-ce que c'est plus vieux que ça peut-être? Alors, vous avez raison, le covid, ça a été quand même, notamment aux États-Unis, on parle de dizaines de millions de personnes qui ont changé de vie, de travail, le fameux hashtag Quit My Job et donc c'est vrai qu'il y a comme ça dans cette énergie contemporaine, l'envie de vivre plusieurs vies, mais même d'un point de vue, affectif, parfois on parle du polyamour. Il y a ce désir de multiplicité. Enfin, on voit partout autour de nous. Il y a des exemples comme ça de professeurs qui vont après, vendre du fromage en Corse ou devenir professeur de yoga. Moi, je vois des reconversions partout autour de moi. Il y a en tout cas l'idée peut-être très contemporaine ou davantage qu'on n'a pas un chemin tout tracé. Moi, je sais que mes parents, ils ont fait, toute leur carrière dans la même boîte. J'ai le sentiment que maintenant, quand la nouvelle génération, quand elle rentre dans une boîte, elle se dit au bout de 2-3 ans: «Bon, je vais aller ailleurs, qu'est-ce que je vais faire?» Peut-être que vous allez quitter le Figaro bientôt, Écoutez, si vous m'offrez une opportunité incroyable, une renaissance, pourquoi pas? Mais, j'ai l'impression aussi que le sujet de ce livre, c'est aussi le temps, un besoin de renouer avec la lenteur, un besoin de prendre le temps de regarder le monde et surtout un besoin de regarder la beauté là où elle est. Sur la lenteur, je trouve ça très juste. Moi, je trouve ça totalement effrayant de voir, cette frénésie permanente. Il y a un exemple là, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est quand on regarde un film sur Netflix, à peine le film fini, Il se ils ouais, enchaînent oui, avec un autre film ça qui se n'a rien relance. à voir, on peut même plus voir le générique. Il y a quelque chose de cette, voilà, de cette frénésie perpétuelle. On voit bien que le temps et la façon dont on consomme les choses dans cette forme de boulimie incessante ne va pas du tout. Moi, je pense qu'il faut au maximum ralentir. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je trouve que la lecture, c'est un temps de lenteur, c'est un temps de conversation avec soi-même, d'intériorité et d'une certaine manière, on ralentit les choses. J'allais dire justement, la lecture, mais la beauté aussi, il faut faire l'expérience du ralentissement et peut-être même de la suspension du temps. Oui, c'est vrai. La beauté, c'est au cœur de nombreux de mes livres. Il y avait Vers la beauté qui raconte, comment une jeune fille tente de se consoler par la création, plus que se consoler d'ailleurs se sauver d'une certaine manière. C'était aussi le cas de mon livre Charlotte, sur Charlotte Salomon. C'est un thème très, très important, peut-être très personnel, puisque j'ai eu le sentiment, moi, quand j'ai passé des mois à l'hôpital, que les livres m'ont Sauver un peu. sauvé, oui, m'ont fait voyager de ma chambre, m'ont émerveillé, et ça a été comme d'ailleurs, quelque chose que je découvrais à ce moment-là. Je pense que il faut chercher, ou en tout cas de tenter de chercher la beauté en toute chose et elle est de plus en plus difficile à débusquer. Et les histoires de renaissance, d'espérance et de beauté, la littérature en est remplie. Alors quel livre illustre pour vous l'espoir? L'espoir, c'est étonnant pour moi parce que si j'ai pas réfléchi à cette question, mais je pense tout de suite à des livres assez sombres. J'ai le sentiment, par exemple, un de mes livres préférés, c'est Un homme de Philippe Ross, où en 150 pages, on a toute la tragédie finalement humaine avec les problèmes du corps, de la vieillesse, des incompréhensions dans les relations humaines. Et pourtant, il y a quelque chose d'extrêmement dense, d'extrêmement vital. Peut-être que si j'avais anticipé et réfléchi, j'aurais dit un autre livre, mais là, c'est celui qui me vient à l'esprit, alors qu'il est totalement dépressif comme livre. Super! Mais c'est un peu le sens aussi de mon roman, La vie heureuse. Parfois, on me dit que c'est assez morbide et pour moi, je le vois vraiment comme,
comme quelque chose d'assez joyeux finalement, ce rapport à la mort et à Oui. l'envie de vivre. Et j'ai écrit mon livre, voilà, le rituel est au cœur du livre, mais c'est pas central. J'ai voulu avant tout écrire une sorte de comédie romantique entre un homme et une femme, voilà, sur 30 ans et porté par quelque chose, lié à l'espoir. Quel L'espoir livre d'une vie meilleure. Quel livre vous a fait aimer lire? Alors, il y en a eu beaucoup parce que quand j'ai commencé à lire, j'ai lu d'une manière boulimique. Il y a eu d'abord, les Russes, je suis même parti voir la maison de Dostoïevski à Ah waouh! Saint-Pétersbourg, Kundera beaucoup. Peut-être que j'aurais pu, voilà, répondre, d'une manière assez classique, L'insoutenable légèreté de l'être, et j'ai eu la chance après de rencontrer Kundera. Il était un des personnages de mon premier roman et donc je l'ai rencontré en 2002 et il m'a dit: «Ah mais c'est vous qui avez écrit, ce livre, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est ma femme Vera qui le lit avec ses lunettes grotesques». J'avais l'impression d'être dans un roman de Kundera. Hem, Albert Cohen, Romain Gary, tant d'écrivains qui ont été importants. Quel livre vous a fait pleurer? J'ai le souvenir d'avoir pleuré, de rire avec Belle du Seigneur. On parle souvent du livre de l'amour, mais voilà, c'est aussi très, 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 très drôle. Mais le premier livre qui m'a fait pleurer, c'est Jeanne Eyre. Quel livre Je vous a sais fait plus, je l'ai lu il y a très longtemps, mais je me souviens avoir pleuré parce que sa meilleure amie meurt. Mince, j'ai spolié. Ah non, ne lisez, n'écoutez pas ce passage, elle va très bien. Quel livre vous a fait rire? Ah bah, j'ai répondu malheureusement, je pense que c'est Cohen, mais je pense que tous les grands écrivains ont beaucoup, beaucoup d'humour. Proust, c'est très drôle, Céline, ça peut l'être, Suran évidemment. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui me font rire. Peut-être que c'est l'admiration que je place au sommet de toute chose. Quel livre vous a mis en colère? En colère? Mmh, je suis rarement en colère en lisant un livre. Non, je peux être en colère contre moi-même de ne pas avoir écrit certains livres à la Ah limite. voilà. Donc c'est de la jalousie, pas de la jalousie, mais voilà, ça peut Et lesquels, par arriver. exemple? Bah, je trouve par exemple que Les Particules élémentaires, c'est un très grand livre, ou le premier livre de Houellebecq, ou Modiano, enfin des choses très différentes, voilà. Mais je peux être émerveillé. Je me retrouve à me dire: «Mais voilà, j'ai encore beaucoup de travail». Quel livre aimez-vous offrir? J'aime bien, peut-être offrir, je pourrais offrir, Capital de la De la douleur, douleur? ouais, de Paul Éluard, pour la beauté, voilà. Puis, c'est toujours, offrir un livre, voilà, ça donne une sorte d'obligation à la personne qui le reçoit de le C'est lire. vrai. Donc là, des poésies, ça se lit rapidement. Je Non, rappelle j'offre l'intégrale de Proust. oui, bah, sacré challenge. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La vie heureuse, publié chez Gallimard. Merci David Fuenquinos. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alice Develay, journaliste au Figaro littéraire. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre avis. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt! Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.